Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment les pouvoirs publics mettent en œuvre différents moyens pour assurer la justice sociale. Au sens très large, la redistribution est le premier moyen pour les pouvoirs publics d'assurer une plus grande justice sociale. Plus précisément, il s'agit de la redistribution des revenus primaires. Voyons comment Rappelons que les procède revenus précisément la primaires sont les redistribution des revenus revenus issus de primaires. la participation Tout d'abord, les à pouvoirs l'activité publics productive. prélèvent sur les revenus Derrière primaires l'idée de des redistribution, il y a en cotisations fait sociales, deux idées fortes. patronales et La première salariales, idée est ainsi qu'il que faut des impôts modifier directs. la répartition Les impôts primaire directs, des revenus rappelons-le, lorsque sont celle-ci des impôts débouche sur payés et d'importantes supportés inégalités par la même entre les personne. plus riches et les On peut plus citer pauvres, comme exemple l'impôt sur le dans le revenu. but D'autre d'obtenir part, les une pouvoirs plus grande publics justice prélèvent sociale, également des avec une impôts plus grande indirects. égalité. Il peut Ceux-ci s'agir sont ici des d'une impôts égalité où le des redevable chances, est des distinct situations du ou contribuable. des droits. On peut donner l'exemple de la TVA. Les cotisations sociales et les impôts constituent donc ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Ces prélèvements obligatoires sont ensuite redistribués sous la forme de prestations sociales, qu'on appelle également des revenus de transfert, et sous la forme d'un financement de services collectifs, dans le but d'avoir une plus grande égalité et une plus grande justice sociale dans la société. Nous allons revenir sur ce que sont les prestations sociales et les services collectifs. L'objectif de la redistribution, nous l'avons vu, est d'atteindre plus de justice sociale. En fait, elle peut plus précisément y aboutir de deux manières. Tout d'abord, par le biais de la redistribution verticale. L'idée est qu'ici, il faut réduire l'écart entre les revenus les plus élevés et les revenus les plus faibles. La redistribution verticale vise donc à une baisse des inégalités économiques. Ensuite, il y a la redistribution horizontale. L'idée est qu'ici, la redistribution doit couvrir les risques sociaux auxquels sont confrontés les individus, quel que soit leur niveau de revenu. Nous allons revenir sur cette idée de risque social, mais prenons un exemple simple. Lorsqu'un salarié tombe au chômage, la sécurité sociale doit lui verser des allocations chômage pour limiter la perte de revenus dans le cadre d'une redistribution horizontale. À l'intérieur de la redistribution des revenus primaires, il y a le rôle de la protection sociale. La protection sociale est l'un des moyens essentiels pour les pouvoirs publics d'assurer une plus grande justice sociale. La protection sociale désigne tous les mécanismes de prévoyance collective permettant aux individus de faire face aux conséquences financières des risques sociaux. Il y a en effet plusieurs risques sociaux qui sont des situations susceptibles de compromettre la sécurité économique de l'individu ou de sa famille, soit en provoquant une baisse des ressources ou une hausse des dépenses. On peut alors distinguer plusieurs risques sociaux qui compromettent la situation économique des individus. La maladie, le handicap, la maladie professionnelle, la vieillesse, le logement, l'emploi, la famille, la pauvreté. Prenons l'exemple de la vieillesse. Il arrive à un moment où un individu, parce qu'il est trop âgé, a des difficultés à travailler. S'il ne travaille pas, il y a une perte de revenus. Il faut donc compenser cette perte de revenus par le versement de prestations sociales. La protection sociale repose sur le financement de deux types de prestations auxquelles peuvent accéder les individus. D'une part, il y a les prestations sociales, qu'on appelle également revenus de transfert. Ce sont des prestations versées directement aux ménages par les organismes de protection sociale. Ces prestations permettent de faire face à une baisse des revenus, par exemple lorsqu'une personne se trouve au chômage et qu'elle perd son salaire, ou alors ces prestations permettent de faire face à un accroissement de certaines dépenses. Par exemple, lorsqu'une famille a plusieurs enfants, les dépenses liées à l'éducation des enfants augmentent, alors que le niveau de revenu peut être le même. Ces prestations peuvent se présenter sous une forme monétaire, c'est le cas par exemple des pensions de retraite, ou alors en nature. C'est le cas
des remboursements de soins de santé. Outre les prestations sociales, il existe ce qu'on appelle des prestations de services sociaux. Il s'agit ici de services collectifs non marchands fournis par les administrations publiques et financés par des prélèvements obligatoires qui permettent un accès gratuit ou à tarif réduit à un service. C'est le cas par exemple de l'hospitalisation publique, mais également de l'hébergement des personnes handicapées, de la réduction de tarifs des transports en commun pour les familles nombreuses ou les personnes âgées, etc. L'accès à la protection sociale dépend du type de logique qui est mise en œuvre. On peut en distinguer deux, la logique d'assurance et la logique d'assistance. La logique d'assurance est héritée des lois proposées par le chancelier allemand Otto von Bismarck entre 1883 et 1889. Cette logique consiste à transformer des risques individuels en risques collectifs en distribuant des revenus lorsque le risque survient aux individus ayant cotisé. Ainsi, seuls ceux qui ont cotisé peuvent bénéficier des prestations. On dit alors que ces prestations sont contributives. Ce modèle est financé par les cotisations sociales, salariales ou patronales. Il s'agit de l'ensemble des sommes que les individus et leurs employeurs versent aux administrations de la sécurité sociale et aux régimes privés de protection sociale et qui servent à financer les prestations sociales versées aux individus. Autrement dit, en France, c'est la sécurité sociale qui finance cette logique d'assurance en versant des prestations sociales. D'autre part, il existe une logique d'assistance. Celle-ci est héritée du premier rapport Beveridge publié en 1942 en Angleterre par William Beveridge. Cette logique consiste à apporter un secours public à tous les individus et pas uniquement à ceux qui ont cotisé. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'avoir cotisé pour bénéficier des prestations lorsqu'un risque social intervient. Les prestations sont alors dites non contributives. À la différence de la logique d'assurance, le financement repose sur l'impôt. C'est l'État et les collectivités territoriales qui prélèvent ces impôts qui vont donc financer ces prestations. Pour illustrer la différence entre ces deux logiques, on peut prendre l'exemple de l'assurance chômage et du revenu de solidarité active. L'assurance chômage est versée par Pôle emploi aux personnes qui ont perdu leur emploi et qui ont cotisé. Le problème, c'est que pour les personnes qui n'ont jamais travaillé, souvent parce qu'elles ne trouvent pas d'emploi, elles n'ont pas accès aux prestations et donc n'ont pas de revenus. C'est la raison pour laquelle il existe un revenu de solidarité active, RSA, accessible aux personnes démunies ou à faible revenu, même si elles n'ont pas travaillé. Outre la protection sociale, la fiscalité joue un rôle essentiel en termes de justice sociale dans le cadre de la redistribution des revenus primaires. Il existe en fait trois types d'impôts: l'impôt forfaitaire, l'impôt proportionnel et l'impôt progressif. Tout d'abord, l'impôt proportionnel consiste à prélever un même montant à chaque contribuable, quel que soit finalement le revenu qu'il perçoit. Il s'agit donc d'un impôt injuste puisque on ne tient pas compte ici des différences de niveau de vie. On peut donner comme exemple la redevance télévision. Quel que soit le revenu, tout le monde paye la même redevance télévision. Ce type d'impôt a donc tendance à augmenter les inégalités économiques. D'autre part, il existe un impôt proportionnel. Cela signifie que l'impôt est proportionnel aux revenus ou à la consommation des individus. Il réduit donc les inégalités absolues en euros, mais ne change rien aux inégalités relatives entre les individus, exprimées en pourcentage. En France, l'essentiel de notre fiscalité fonctionne ainsi. On trouve donc, par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée comme impôt proportionnel. L'effet, au final, de cet impôt proportionnel est neutre sur les inégalités. Enfin, il existe un impôt progressif. On parle de progression parce que les taux de prélèvement augmentent avec la valeur de l'assiette taxée. Pour le dire plus simplement, plus le revenu augmente, plus la part du revenu consacrée à l'impôt augmente également. On dit alors que le taux de prélèvement s'accroît. C'est le cas notamment en France de l'impôt sur le revenu. Plus le revenu augmente, plus le taux de prélèvement s'accroît. Le taux le plus élevé est appelé taux marginal. L'impôt progressif a donc tendance à réduire les inégalités
absolue et relative entre les individus. En France, la fiscalité progressive ne représente qu'une part très faible de l'impôt. Outre la fiscalité, les pouvoirs publics peuvent également assurer une plus grande justice sociale en finançant les services collectifs dans le cadre de la redistribution des revenus primaires. Précisons-le, les services collectifs sont des services non marchands fournis par les administrations publiques et financés par les prélèvements obligatoires. On peut distinguer deux types de services collectifs. D'une part, on l'a vu plus tôt, il y a les prestations de services sociaux. On peut citer comme exemple l'hospitalisation publique, gratuite ou à tarif réduit. D'autre part, il existe d'autres services collectifs qui ne sont pas liés à la protection sociale. On peut donner l'exemple de l'école gratuite. Dans les deux cas, qu'il s'agisse des prestations de services sociaux ou des autres services collectifs, ces services collectifs participent à une réduction des inégalités dans la mesure où ils sont accessibles à tous ou au plus grand nombre, quelles que soient les ressources possédées. Outre la fiscalité ou les services collectifs, les pouvoirs publics peuvent également assurer une plus grande justice sociale en luttant contre les discriminations. Précisons que les discriminations sont des inégalités de traitement d'un individu ou d'un groupe social en raison de caractéristiques physiques ou sociales particulières. Les pouvoirs publics peuvent alors lutter contre ces discriminations de différentes manières. Il y a tout d'abord l'interdiction de discrimination en tant que telle. On peut citer ici l'exemple du Code du travail qui interdit toute distinction entre salariés fondée sur des critères physiques ou sociaux particuliers. D'autre part, les pouvoirs publics peuvent mener des politiques de discrimination positive. Ces mesures tentent d'inverser les effets des discriminations négatives antérieures en donnant plus à ceux qui ont moins. On peut citer ici l'exemple des lois sur la parité qui favorisent un égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux. On a vu que les pouvoirs publics pouvaient assurer une plus grande justice sociale, soit dans le cadre de la redistribution par le biais de la protection sociale, de la fiscalité et de financement des services collectifs, ou alors par des dispositifs juridiques pour lutter contre les discriminations. L'action des pouvoirs publics peut se heurter toutefois à un certain nombre de difficultés. En premier lieu, une contrainte financière. Aujourd'hui, les pouvoirs publics cherchent à réduire la dette publique. Ce faisant, ils sont tentés de diminuer les dépenses publiques liées à la protection sociale. Il y a alors un risque fort d'accroître les inégalités. Autre difficulté, les pouvoirs publics doivent veiller à ne pas fixer un taux de prélèvement obligatoire trop élevé pour réduire les inégalités économiques, financer la protection sociale ou les services collectifs. En effet, il y a le risque que les plus riches se sentent spoliés, mais également que ces prélèvements pèsent sur la consommation, l'investissement, et freinent ainsi la croissance économique. D'autre part, il existe possiblement des effets pervers liés à la redistribution. Il y a tout d'abord un risque de désincitation à la reprise d'activité, si la hausse de revenus permise par le retour à l'emploi n'est pas assez élevée et incitative par rapport au montant des prestations sociales perçues. Autre effet pervers possible, le système peut s'avérer être faiblement redistributif s'il ne parvient pas à réduire les inégalités économiques entre les individus et donc à perdre de sa crédibilité. Voilà, vous savez tout sur les moyens que peuvent mettre en œuvre les pouvoirs publics pour assurer une plus grande justice sociale. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces notions à votre cours, c'est à vous de jouer.